C'est une nuit froide à San Francisco, le 20 décembre 1968, 11h45, et David Faraday, 29 ans, et Betty Lou Jensen, 17 ans, sont garés près d'un pont ferroviaire isolé surplombant la route de Leckerman, Benicia, Californie. Ils étaient dans une nouvelle Chevrolet Corvair 1966, leur vie sur le point de prendre fin de manière tragique. Le son d'une voiture qui approche à grande vitesse, les éclats de phares projetant des silhouettes étranges sur la route déserte. Les cris des victimes sont étouffés par le rugissement de l'engin, suivi par le cri des pneus qui frottent contre le sol lorsque la voiture percute la leur. La panique éclate alors que les deux jeunes amoureux sont attaqués de manière brutale. La scène est éclairée uniquement par la faible lumière de la lune, projetant des ombres longues sur le pont ferroviaire désert. Un chemin de sang sur l'asphalte marque le lieu où la vie de David Faraday a été éteinte. Une petite Ford Mustang blanche, abandonnée plus tard à proximité, devient le principal suspect dans ce crime atroce. L'air est lourd de l'odeur de sang et de désespoir. La nuit, qui était pleine de promesses, s'est transformée en un cauchemar sans pitié. L'auteur est toujours en liberté, mais les témoins décrivent plus tard un individu suspect, un homme avec un regard menaçant, portant une moustache menaçante et une voix distinctive. Il mesure environ 1,78 mètres avec un corps mince, vêtu d'un blazer noir et d'un chapeau de cow-boy. Les détails précis de son apparence sont gravés dans les esprits de ceux qui l'ont vu cette nuit-là. La figure se cache dans les ombres, un maître de la dissimulation. Sa présence semble envoyer un frisson dans l'échine de ceux qui le rencontrent. Plusieurs témoins rapportent avoir entendu le son d'une voiture qui s'éloigne dans l'obscurité, les pneus qui crissent tandis qu'elle disparaît dans la nuit. Un automobiliste qui passe, Richard Hofschlager, prétend avoir vu un homme en blazer noir s'enfuir du lieu du crime. Un autre témoin, un jeune homme, décrit une figure sombre se tenant près de la Mustang abandonnée. Les policiers sont appelés sur les lieux, et les premiers secours arrivent, leurs projecteurs projetant une lumière étrange sur la scène. C'est une scène qui hantera la région de la baie pendant des années à venir. Avant de poursuivre, cliquez sur la touche d'abonnement et la cloche. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Je vais vous emmener en arrière dans les débuts de cette histoire, un récit de meurtre, de mystère et de chaos qui hanta la région de la baie pendant des décennies. C'est l'histoire d'un tueur en série qui a échappé à la capture pendant des années, laissant derrière lui une traînée de lettres cryptiques et de codes qui ont bafoué les policiers et le public. En plongeant dans le monde du tueur du Zodiac, vous apprendrez au début de l'affaire, les premières investigations, et les divers suspects qui ont été poursuivis par les autorités. Vous apprendrez également aux codes complexes que le tueur a envoyés aux médias, qui semblaient défier toute logique et raison. Et, bien sûr, l'impact dévastateur que ce tueur a eu sur la vie de ses victimes et de leurs familles. Le tueur du Zodiac est un cas qui vous tiendra à la lisière de votre fauteuil, remettant en question tout ce que vous croyez savoir sur le crime et la justice. L'homme au centre de cette histoire tordue est Arthur Lee Allen, un résident de 45 ans de Vallejo, en Californie, au moment où le tueur en série Zodiac régnait sur le territoire. Né le 18 janvier 1925, à Sacramento, en Californie, Allen est né dans une petite famille avec sa mère et son père. D'après toutes les informations disponibles, il tenait un emploi stable en tant que vendeur de voitures d'occasion à Bob S.U.Z. Cars à Vallejo. Allen était connu pour être charismatique et aimable envers ceux qu'il rencontrait, mais sa vie familiale était marquée par ses relations troublées avec sa femme et ses demi-sœurs. Sa vie familiale était souvent décrite comme tendue, avec la température explosive d'Allen causant des tensions au sein du ménage. En tant que vendeur de voitures d'occasion, la vie quotidienne d'Allen était une mélange de longues heures de travail, suivies de nuits passées à la maison avec sa famille. En surface, il semblait être un mari et père typique des banlieues, mais ceux qui le connaissaient affirmaient qu'il était intensément focalisé sur ses propres désirs et intérêts. Allen était connu pour avoir une fascination pour l'occulte et une obsession pour le Zodiac, qui certains croient avoir déclenché sa fixation sombre sur le meurtre et le contrôle. D'après ses collègues, Allen était un parleur astucieux qui tissait des histoires complexes, le rendant un orateur persuasif et aimable à l'entourer. Malgré son aspect rugueux, Allen était dit avoir eu un certain charme qui lui permettait de se connecter facilement aux autres. Pour ceux qui le connaissaient, Arthur Lee Allen donnait l'impression d'être un individu complexe et multifacette, avec un mélange de qualités bonnes et mauvaises qui le rendait à la fois sympathique et relatable. Son apparence rugueuse et son air rugueux cachaient souvent son esprit vif et sa langue lisse, qui pouvait désarmer même les personnes les plus sceptiques. La famille et les amis d'Allen le rappelaient comme un homme qui leur tenait vraiment à cœur,
mais avec une température explosive et une tendance à se lancer lorsqu'il ne faisait pas ce qu'il voulait. Alors que certains le décrivaient comme un peu d'un wildcard, d'autres le voyaient comme un partenaire et un père protecteur et attentionné. En conséquence, le comportement d'Allen était souvent excusé comme une simple excentricité, plutôt que les signes précurseurs d'une pathologie plus sombre. Les relations d'Allen avec ceux qui l'entouraient étaient bâties sur une base fragile de confiance et de loyauté, avec peu de personnes capables de percer la façade qu'il présentait au monde. C'était une danse délicate, avec Allen jouant le rôle du vendeur de voitures d'occasion affable pour ceux qui se trouvaient en dehors de son cercle intime. Chez lui, cependant, la vérité était bien plus sinistre, avec la température explosive d'Allen et ses obsessions sombres bouillonnant sous la surface. Ceux qui l'entouraient le plus proche connaissaient sa fascination pour le Zodiac, mais peu soupçonnaient la profondeur de sa dépravation. Alors que les crimes du tueur en série Zodiac commençaient à se dérouler, les relations d'Allen avec ceux qui l'entouraient seraient soumises à l'épreuve ultime. Voici la scène d'ouverture pour cet épisode de notre série documentaire sur le tueur en série Zodiac. Il était une soirée d'automne fraîche, le 20 décembre 1968, avec une légère brume qui se déplaçait vers la baie. L'emplacement était la route de l'Eckerman juste à l'extérieur de Vallejo, en Californie, une petite ville près de San Francisco. Le temps était calme avec une température d'environ 10 degrés Celsius. Ce serait une nuit qui s'inscrirait dans les esprits de la communauté locale pour l'éternité. Avant que le crime ne puisse être commis, un jeune homme nommé David Faraday avait été en date avec sa petite amie de 16 ans, Betty Lou Jensen. La soirée avait commencé normalement, avec le couple conduisant vers le site isolé dans une Studebaker Lark de 1966, mais les choses ont commencé à prendre un tournant pour le pire lorsque le pneu de David Faraday a crevé sur la route étroite. Dans la panique, il a arrêté le véhicule sur le côté et éteint le moteur, et c'est là que le tueur a frappé. Le jeune couple était inconscient de la danger qui se cachait à proximité, leur destin sur le point d'être scellé. Inconscients de leur sort, ils allaient devenir les premières victimes du tueur en série Zodiac. Entre les heures de 20h et 21h, le tueur en série Zodiac, un mystérieux individu portant un manteau noir et des gants, est sorti de l'obscurité. Il a rapidement dominé David Faraday, le frappant avec un pistolet ou un couteau avant de se tourner vers Betty Lou Jensen. L'attaque a été rapide et impitoyable, laissant les deux victimes gravement blessées et se débattant pour leur vie. Dans un moment de sauvagerie brutale, le tueur a ensuite exécuté David Faraday avec un coup de feu unique à la tête. Alors que la vie du jeune homme s'éteignait, les pensées du tueur étaient sans doute tournées vers son prochain mouvement. Le détail le plus choquant de ce crime sera probablement ce que je vais vous révéler maintenant. Dans une lettre glaciale envoyée à la police par le tueur en série Zodiac, il a prétendu avoir effectivement tué le couple mais a laissé l'un des corps dans une position inconfortable et naturelle, avec une jambe d'un des victimes pliée d'une manière inquiétante. La lettre a continué à taquiner la police, vantant la supériorité et la ruse du tueur. C'était un crime hardi qui a laissé les autorités locales stupéfaites et perdues, incertaines de savoir comment poursuivre l'enquête. C'était juste le début d'une période de terreur qui allait hanter la région de la baie pendant des années à venir. Dès que la nouvelle de la double homicide a atteint la police, ils ont immédiatement sauté en action. Le premier officier à arriver sur les lieux était le policier Don Chenet, un vétéran expérimenté de la force. Chenet a été confronté à la vue atroce des deux jeunes victimes, leur vie brutalement coupée court dans un acte de violence sans sens. Sa réaction initiale a été un choc, il a immédiatement appelé pour du renfort, sachant que le site nécessiterait une enquête approfondie. C'était un crime qui allait tester les limites de la police et de la communauté. Comment voyez-vous vraiment ce qui s'est passé ici? Le tueur en série Zodiac a-t-il agi seul ou faisait-il partie d'un complot plus sinistre? Y avait-il une motivation ou un objectif particulier qui a conduit à la tragédie de cette nuit fatale? Les théories abonderont, mais la vérité reste évasive, tout comme le tueur lui-même. L'enquête sur la mort de David et Betty avait tout juste commencé, mais elle allait prouver être une longue et ardue route vers la justice. Lorsque la pleine mesure de ce qui s'est passé devient claire, c'est un rappel sombre de la brutalité et de l'aléatoire des crimes du tueur en série Zodiac. Les familles de David Faraday et Betty Lou Jensen ont été changées à jamais par cet acte de violence sans sens, leur vie brisée en un instant. La question qui se posait à tous les esprits était, qui était capable de telles atrocités? Qu'est-ce qui a poussé ce tueur à frapper des victimes innocentes, à prendre leur vie sans avertissement? Les réponses resteraient évasives, mais une chose était certaine,
c'était juste le début d'une période de terreur qui allait hanter la région de la baie pendant des années à venir. Et ainsi, l'enquête continue, mais nous vous laissons avec un cliffhanger ce soir, alors que nous plongeons dans le monde déformé du tueur en série Zodiac. Était-il un loup solitaire, animé par un désir tordu de notoriété, ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Nous allons explorer les indices, les suspects et les théories, mais une chose est certaine, le tueur en série Zodiac laissera une marque indélébile sur la ville de Valliero, un rappel de la face la plus sombre de la nature humaine. Le jeu de chat et de souris entre le tueur et la police avait commencé, mais seule une question compte, qui sera le prochain? Alors que les corps s'accumulaient en Californie du Nord, la police était initialement perdue face aux crimes atroces. Il n'avait pas de motif clair, pas d'eyewitness, et pas d'éléments physiques les liant. Ce n'est qu'une fois que le tueur commença à taquiner les autorités avec des lettres cryptiques et des codes qu'investigateurs eurent un éclair d'espérance. Ces lettres étaient remplies de détails atroces, mais un message clé se démarquait, les policiers attendent que quelque chose se produise. Cette phrase sinistre suggérait que le tueur était en train de les surveiller, et que les policiers devaient être en état d'alerte. Ce n'est qu'une fois qu'un code dans l'une des lettres du tueur du Zodiac fut déchiffré que l'affaire commença à prendre forme. Le code, envoyé au San Francisco Chronicle, était une collection de lettres et de symboles qui semblaient aléatoires, mais le cryptographe David Oranchak déchiffra le code, révélant un message glacial. C'était le premier éclair de lumière dans l'affaire, et les enquêteurs étaient enfin en mesure de donner un nom au crime. Le code révélait que le tueur était responsable des meurtres de Paul Steen, un chauffeur de taxi, et de Cecelia Shepard et Brian Hartnell, un couple qui avait été abattu sur un bateau. Ce grand éclair de lumière conduisit à une nouvelle concentration sur l'affaire. Alors que l'enquête s'intensifiait, plusieurs noms émergèrent comme des suspects potentiels. Richard Gekowski, un journaliste et éditeur, fut interrogé par la police, mais il nia toute implication dans les crimes. Arthur Lee Allen, un pédophile condamné, était également suspect, mais les enquêteurs ne purent rien retenir contre lui. L'écriture d'Arthur correspondait à certaines des lettres envoyées par le tueur du Zodiac, mais il avait une alibi solide pour l'un des meurtres. Malgré le manque d'éléments concrets, la police était convaincue qu'au moins l'un de ces hommes était le tueur du Zodiac. Pendant des mois, les enquêteurs étaient convaincus qu'ils avaient enfin attrapé leur homme, Earl Van Best Jr. Et également connu sous le nom de Blue Rock Springs Suspect. Van Best Jr. correspondait à la hauteur et à la constitution du tueur, et un témoin rapporta l'avoir vu dans la zone où les premiers meurtres se produisirent. Cependant, lorsque la police l'amena pour interrogatoire, il produisit une alibi solide, et l'affaire contre lui s'effondra. Cette piste gaspillait des mois d'enquête et de ressources, mais elle fut finalement abandonnée. Le nom de Van Best Jr. fut clarifié, mais le tueur du Zodiac resta en liberté. L'une des parties les plus intrigantes de l'affaire du tueur en série Zodiac est qu'un ancien officier de police pense qu'il a identifié le tueur comme étant Arthur Lee Allen. Arthur Lee Allen a été interrogé par la police pour la première fois en 1971 et a été considéré comme suspect en raison de son comportement suspect et d'une correspondance manuscrite similaire. Cependant, l'enquêteur principal, David Toschi, a décidé de ne pas poursuivre Allen en raison d'un manque d'évidence concluante. Allen est décédé en 1992, et à ce jour, personne n'a officiellement confirmé s'il était le tueur en série Zodiac ou non. Le tour de cette affaire vient non d'une nouvelle pièce d'évidence mais de la conviction inébranlable d'un enquêteur. L'enquêteur principal, David Toschi, a poursuivi à croire que Arthur Lee Allen était effectivement le tueur en série Zodiac, mais il n'a pas pu obtenir de condamnation en raison d'un manque d'évidence suffisante. Il y a quelques années, le dossier du tueur en série Zodiac a été rendu public, révélant que Toschi soupçonnait Allen dès le début et a poussé pour obtenir une condamnation mais a été confronté à la résistance de l'intérieur du service de police. Il est fascinant de penser que l'homme qui pourrait avoir été le tueur en série Zodiac a vécu une vie relativement calme, décédant avant que la preuve ADN qui aurait confirmé sa culpabilité ne soit même collectée. Cependant, la confiance de Toschi dans la culpabilité d'Allen demeure un témoignage de l'impact durable de cette affaire. Cette affaire continuera à hanter le monde du crime vrai pendant des générations.